Ma mère m'a envoyé un email pour me dire qu'elle et ma sœur avaient pris mes 500 000 $ d'économie et avaient déménagé à Hawaï. « Profite bien de ta ruine », écrivait-elle. Plus tard, elles ont appelé, paniquées. C'était les comptes de qui? Je me suis contenté de rire. L'objet de l'email disait « Inutile de rentrer plus tôt ». J'étais dans le couloir d'un hôtel à Seattle, encore en blazer, un café dans une main, mon téléphone dans l'autre, 2 minutes avant une présentation client. Je l'ai ouvert en pensant qu'il s'agissait du courrier, du jardin ou de l'une des centaines de petites plaintes passives-agressives que ma mère m'envoyait depuis que j'avais fait l'erreur de la laisser s'installer chez moi. À la place, 3 paragraphes. 3 paragraphes courts, enjoués, absolument dévastateurs. Ma mère, Patricia Carter, m'informait qu'elle et ma sœur Nicole avaient pris un nouveau départ, qu'elles avaient pris mes 500 000 $ d'économie, vidé la maison, chargé mes meubles, mes bijoux, mes appareils électroniques et les biens de famille de ma grand-mère dans un camion de déménagement et s'étaient installées à Hawaï. La dernière ligne disait « Ta sœur et moi partons pour Hawaï. Profite bien d'être seule et sans argent. » Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Et j'ai souri. Pas le genre de sourire qu'on attend de quelqu'un qui vient de se faire voler sa vie. Le genre de sourire qui naît lorsque des mois de préparation discrète et minutieuse rencontrent enfin le désastre exact pour lequel on s'était préparé. Elle n'avait aucune idée. Je m'appelle Olivia Carter, j'ai 34 ans. Je suis consultante en opérations financières, ce qui signifie que des entreprises me paient grassement pour trouver où les ressources fuient avant que la fuite ne devienne une inondation. De par ma formation professionnelle, je suis quelqu'un qui ne laisse pas les choses importantes sans protection. Je lis les contrats avant de les signer. Je sauvegarde mes fichiers avant d'ouvrir des emails d'expéditeurs inconnus. Je conserve les dossiers comme d'autres conservent leurs regrets, de manière approfondie et classée par date. Je faisais cela professionnellement depuis 9 ans quand Patricia et Nicole ont décidé de me voler. Laissez-moi revenir en arrière. Mon père, Gerald Carter, est décédé 18 mois avant le début de cette histoire. Crise cardiaque, rapide et sans préavis, comme le sont toujours les pires choses. Il a laissé une petite assurance vie, un Ford F-150 de 2017 et une dynamique familiale qui était discrètement déséquilibrée d'aussi loin que je me souvienne. Nicole était la préférée. Ce n'est pas la blessure qui parle. C'est juste un fait, de la même manière que la météo est un fait. Nicole a 4 ans de plus que moi, et depuis notre enfance, ma mère fonctionnait selon un système que je n'ai compris qu'à l'âge adulte. Les besoins de Nicole étaient des urgences, les miens des contretemps. Nicole a accidenté sa première voiture à 19 ans. Ma mère a payé pour la remplacer. Nicole a abandonné 2 universités, accumulé 28 000 $ de dettes de carte de crédit et a eu 3 emplois en 4 ans. Ma mère la qualifiait d'esprit libre. J'ai payé mes propres études universitaires grâce à une bourse. J'ai travaillé 12 heures le week-end pour la conserver. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et ma mère m'a dit que j'avais de la chance. Après la mort de mon père, Patricia a dit qu'elle ne pouvait pas gérer la maison seule. Elle avait 61 ans, était en bonne santé et tout à fait capable de vivre de manière indépendante. Mais le deuil fait dire des choses, et je n'y étais pas insensible non plus. Je l'ai donc invitée à rester avec moi. Puis Nicole a juste eu besoin d'1 an pour se remettre sur pied. Cette année est devenue 3. Je payais le crédit de la maison de 4 chambres que j'avais achetée à Portland, en Oregon, à l'âge de 29 ans. Je payais les charges, les courses, les impôts fonciers, l'assurance habitation. Je couvrais le Wi-Fi, les abonnements de streaming, le service de paysagisme sur lequel Patricia insistait. J'accompagnais ma mère à ses rendez-vous médicaux. Je me suis occupé de tous les papiers de la succession à la mort de mon père, tout en travaillant à temps plein dans une carrière qui m'obligeait à voyager 3 ou 4 jours par mois. En retour, j'étais traité comme une direction qu'elles exécraient. Les petits signes sont apparus en premier, comme toujours. Nicole a commencé à poser des questions sur mes applications bancaires il y a environ 8 mois. Des questions anodines glissées dans une conversation normale. Tu utilises cette application d'épargne ou une banque classique? Est-ce que ton compte principal est celui que tu utilises pour les courses? Je me suis dit qu'elle pensait à ses propres finances. Je me suis dit que ce n'était rien. Puis, j'ai remarqué du courrier qui avait été ouvert et refermé. Pas de manière évidente, juste légèrement décalé au coin, le pli un demi-pouce différent de la façon dont je le laisse. Un courrier, puis un autre. Je me suis dit que c'était l'humidité. Puis Patricia a commencé à rôder chaque fois que je payais les factures de la maison, se tenant dans l'embrasure de la cuisine pendant que j'étais assise au comptoir avec mon ordinateur portable, sans rien dire, juste présente, les yeux se déplaçant vers l'écran. Je me suis dit qu'elle s'ennuyait. Le moment où mon estomac s'est noué est arrivé un mardi de mars, environ 6 mois avant Seattle. Je suis rentré d'un voyage professionnel et j'ai trouvé Nicole à mon bureau dans le bureau à domicile, dos à la porte, en train de faire quelque chose sur un morceau de papier avec mon relevé bancaire, une version imprimée que j'avais laissée dans la poubelle de recyclage et une calculatrice. Elle a rapidement refermé le papier quand elle m'a entendu, disant qu'elle utilisait juste le bureau. Son expression était celle de quelqu'un qu'on interrompt, pas de quelqu'un de gêné. Je n'ai rien dit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit, les mains très immobiles sur mes genoux. Je n'ai pas ressenti de panique.
J'ai ressenti cette clarté froide et spécifique qui vient lorsque vous réalisez que la menace que vous aviez classée dans la catégorie « probablement rien » n'est pas rien du tout. C'est quelque chose depuis un certain temps. Ce soir-là, j'ai appelé Daniel Mercer. Daniel Mercer était mon avocat personnel depuis 6 ans. Il a 47 ans. Ancien avocat spécialisé en contentieux des affaires. Il dirige maintenant un cabinet privé à Portland, spécialisé dans la protection des actifs et les litiges civils. Il a le genre de voix qui donne l'impression que les situations chaotiques peuvent être maîtrisées, basses, délibérées, jamais surprises. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, il est resté silencieux un moment et a dit « Que savent-elles de votre situation financière complète ?» J'ai répondu « Probablement trop ». Il a dit « Alors nous réglons ça maintenant, avant que quelque chose n'arrive, pas après ». Ce fut le début de 6 mois de travail très discret et très minutieux. Le premier appel de Daniel a été pour Lena Brooks, une experte comptable judiciaire avec 15 ans d'expérience dans le traçage d'actifs et la documentation de fraude. Lena est le genre de personne qui s'enthousiasme pour les feuilles de calcul, comme d'autres s'enthousiasment pour le sport. Elle a examiné mes comptes, mes registres domestiques et le schéma de petits transferts que j'avais remarqué. Des montants inférieurs à $200, à des intervalles irréguliers, provenant d'un compte auquel Patricia avait un accès limité pour les dépenses du ménage. En une semaine, elle a produit un rapport de 14 pages documentant des activités non autorisées remontant à 11 mois. 11 mois. Nicole était à l'œuvre depuis près d'1 an. Daniel et Lena m'ont guidé dans la restructuration. Les $500 000 d'économie ont été déplacés du compte que Patricia croyait être mon principal dépôt d'épargne vers un échelonnement d'investissement protégé réparti sur 3 instruments liés à ma société de conseil. Ce qui restait sur le compte visible était un solde de holding temporaire lié au paiement entrant des fournisseurs et un décaissement traçable provenant d'une affaire de succession distincte. Des fonds légitimes, mais structurés de telle manière que le fait d'y toucher sans autorisation créait une trace écrite documentée à travers les frontières des États, en vertu des lois fédérales sur la fraude électronique. J'ai photographié chaque objet de valeur dans la maison. Numéro de série, reçu d'achat, estimation d'assurance. Le tourne-disque vintage que j'avais restauré avec mon père, documenté. Les chandeliers en argent de ma grand-mère, photographiés et assurés individuellement. Plusieurs pièces de grande valeur que je soupçonnais Nicole d'avoir déjà fait estimer ont été discrètement remplacées par des répliques assurées, après que Lena a confirmé la recherche d'estimation dans l'historique de navigation de l'iPad de la maison que Nicole utilisait et croyait non surveillé. Il était surveillé. J'ai également mis à jour le système de sécurité de la maison pour une sauvegarde sur le cloud via un serveur privé auquel elle n'avait aucun accès ni connaissance. Le système avait une couverture audio et vidéo de l'entrée principale, du salon, de la cuisine et de l'extérieur avant. Enfin, j'ai mis à jour les registres de propriété de 2 unités de stockage partagées et j'ai retiré Patricia du compte auquel je lui avais permis d'accéder pour les dépenses du ménage, le remplaçant par une carte à usage limité avec un plafond de $600 qui déclenchait des alertes en temps réel sur mon téléphone. Et puis, j'ai attendu. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait, mais j'avais fait ce travail professionnellement pendant 9 ans. Je savais à quoi ressemblait un schéma prévol. Je ne m'attendais simplement pas à le voir à l'intérieur de ma propre maison. Le voyage de conseil à Seattle était prévu pour début octobre. 4 jours, une entreprise de logistique de taille moyenne restructurant son budget opérationnel. J'ai prévenu Patricia et Nicole 2 semaines à l'avance. J'ai observé attentivement leurs réactions. Nicole a hoché la tête rapidement et a quitté la pièce. Patricia a demandé quel jour je partais. Ces 2 réactions étaient légèrement étranges. Je n'ai rien dit. Je suis parti un lundi matin. Le mardi après-midi, alors que j'étais à la 3e heure d'une réunion de révision budgétaire au 14e étage d'une tour de bureau de Seattle, l'email est arrivé. Ta sœur et moi partons pour Hawaï. Profite bien d'être seule et sans argent. Je suis restée dans ce couloir et j'ai respiré pendant exactement 45 secondes. Ma poitrine était serrée, mes mains étaient froide et quelque chose au fond de ma gorge voulait devenir un son que je n'allais pas émettre dans un couloir d'hôtel. Puis j'ai transféré l'email à Daniel. J'ai ensuite appelé l'équipe anti-fraude de ma banque. J'avais un contact dédié, Rebecca Holt, une spécialiste senior de la fraude, car Daniel avait arrangé cette relation 6 mois plus tôt, spécifiquement pour cette éventualité. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur portable et vérifié l'archive de sécurité. Le camion de déménagement était arrivé à 9h14 ce matin-là. Patricia avait entré son code de porte à 9h11. Les images montraient 2 déménageurs et Nicole les dirigeant à travers la maison, pièce par pièce. J'entendais clairement la voix de Nicole à travers l'audio. À un moment donné, elle a dit « Prenez tout ce qui a de la valeur d'abord ». Je suis restée assise avec mon ordinateur portable sur une chaise dans le couloir de l'hôtel et j'ai regardé ma maison se vider en 14 minutes d'images de sécurité. Le canapé, la table à manger, les photos de famille encadrées, les chandeliers en argent, le tourne-disque, la machine à café, même les plaids pliés sur le fauteuil du salon. Pièce par pièce, efficace, enjoué. J'ai refermé l'ordinateur portable, je me suis levée et je suis
suis entré dans la réunion. J'ai fait la présentation complète. Je suis une professionnelle. Je n'allais pas les laisser me prendre ça aussi. À 18h ce soir-là, Daniel avait déposé des avis d'urgence auprès de la police de Portland, de la division antifraude de la banque et d'un canal de signalement fédéral, car le transport de biens volés entre États et le transfert électronique interstatal de fonds détournés déclenchèrent la compétence fédérale en vertu de l'article 2314 du titre 18 du Code des États-Unis. Il a également contacté le gestionnaire immobilier d'Hawaï, dont le nom apparaissait dans un email de confirmation transféré que Patricia avait envoyé par erreur à un compte familial partagé auquel j'avais encore accès en lecture. C'est ce détail qui a tout révélé. Patricia avait loué un condo de luxe à Honolulu pour 6 semaines à 4 800 $ par semaine en utilisant une carte de débit liée au compte signalé. Le gestionnaire immobilier, une fois que le bureau de Daniel l'a contacté avec les documents, a extrait les registres de réservation et a coopéré immédiatement. Il n'avait aucun intérêt à se retrouver pris entre une affaire de fraude et un client mécontent. Rebecca Holt à la banque a confirmé en 2 heures que le compte auquel Patricia avait accédé était désormais gelé en attente d'enquête. Le transfert que Patricia croyait avoir effectué avait été placé dans une file d'attente pour examen. Protocole standard pour les grands mouvements sur des comptes avec une activité récemment signalée. Les fonds étaient inaccessibles, pas disparus, juste bloqués, avec une trace écrite attachée à chaque chiffre. J'ai réservé le premier vol de retour le lendemain matin. La maison était vide. J'ai déverrouillé la porte d'entrée à 23h22 et je suis resté dans l'entrée, laissant le vide m'envahir. Pas de tapis, pas de console, pas de photos encadrées de mon père et moi à ma remise de diplôme qui était accrochée au mur depuis 5 ans. Les crochets où pendaient mes manteaux étaient nus. Les couloirs sentèrent le ruban adhésif de déménagement et l'absence. Je ne suis pas resté là longtemps. J'ai mis des gants en latex. Daniel avait spécifiquement dit de traiter la maison comme une scène de preuve potentielle, et j'ai photographié chaque pièce, chaque support mural vide, chaque tiroir qu'elles avaient sorti et laissé de travers, chaque étagère qu'elles avaient nettoyée. Puis je suis allé à la cuisine. Patricia avait laissé une note imprimée sur le sol à côté du coffre-fort ouvert. Elle avait pris l'enveloppe de liquidité visible à l'intérieur. Les 800 $ en espèces d'urgence que j'avais laissé là délibérément, avec de faux documents formatés pour ressembler à des informations de compte. Elle avait tout pris, ce qui me disait qu'elle s'était sentie minutieuse et victorieuse. Elle n'avait pas regardé sous l'étagère du bas du coffre-fort. Là, scotché, il y avait une petite fiche cartonnée de mon écriture. 5 mots. Revérifie les noms des comptes. J'en ai pris une photo, encore en place. Puis je l'ai décollée soigneusement et l'ai mise dans mon sac. Ensuite, je me suis versé un verre d'eau, car c'était la seule chose qu'elle n'avait pas prise dont j'avais besoin à ce moment-là, et j'ai attendu que le téléphone sonne. Nicole a appelé en premier, à 7h43 le lendemain matin. J'ai laissé sonner. Patricia a appelé à 7h51, puis 7h53, puis 8h02. Au 4e appel, à 8h09, j'ai répondu. Elle n'a pas dit bonjour. Patricia Carter ne m'a pas dit bonjour depuis environ 3 ans. Je le dis sans amertume, juste pour information. Elle s'est lancée directement. Sa voix était aiguë, dans un registre que j'associais aux choses qui ne se passaient pas comme elle le voulait. Olivia, qu'as-tu fait? On a besoin d'aide tout de suite. La carte ne fonctionne pas. Le virement est bloqué. Le bureau du condo est devant la porte et pose des questions sur le paiement. Et Nicole dit que la banque lui a dit que les fonds sont en cours d'examen. Je me suis appuyé contre le comptoir de cuisine dépouillé. Dehors, par la fenêtre, l'arroseur d'un voisin fonctionnait. Un mardi matin tout à fait ordinaire. De l'aide pourquoi? Ai-je dit. Avec ses comptes. C'était quel genre de compte? J'ai fermé les yeux une seconde, imaginant son visage, rouge, perplexe, toujours sincèrement incapable de concevoir que j'avais anticipé cela. Le genre qui m'appartient, ai-je dit. Nicole a attrapé le téléphone. J'entendais le vent et la circulation. Le hall du condo, probablement. Arrête tes jeux, a-t-elle dit. Quoi que tu aies signalé, annule-le. On est coincé ici et c'est de ta faute. Je n'ai rien pris, ai-je dit. C'est vous. Vous avez pris mes biens, vidé ma maison et votre mère m'a envoyé une confession écrite avec un objet d'email. Cet email, c'était entre nous. La famille, a crié Patricia de quelque part derrière elle. J'ai noté cette phrase sur un bloc-notes immédiatement après la fin de l'appel. Daniel a ri pendant 10 secondes quand je la lui ai lu. Cet email, c'était entre nous, la famille. Elle avait envoyé un compte-rendu écrit d'un vol qualifié à mon adresse email professionnelle un mardi matin et croyait que c'était une communication familiale privée. Je leur ai dit que je n'allais pas discuter davantage de cela sans la présence de mon avocat et j'ai mis fin à l'appel. Au cours des 72 heures suivantes, l'affaire s'est montée d'elle-même comme le fait toujours une bonne préparation, non pas de manière spectaculaire, mais méthodique. Un élément confirmé après l'autre s'emboîtant à sa place. Monica Reyes, ma voisine d'en face, avait arrosé mes plantes pendant mon voyage. Elle avait vu le camion de déménagement le mardi matin et avait trouvé le comportement de Patricia suffisamment étrange pour filmer un court clip sur son iPhone. 47 secondes, audio clair. On y voit Nicole dans l'embrasure de la porte,
dirigeant les déménageurs, et sa voix est clairement audible disant « Prenez tout ce qui a de la valeur d'abord. Ne perdez pas de temps avec les livres. » Monica m'a envoyé un SMS ce soir-là pour me demander si tout allait bien. Je l'ai appelé immédiatement, lui ai demandé de conserver la vidéo et de ne pas la partager, et lui ai donné le numéro direct de Daniel. L'inspectrice Carol Yamada a été affectée à l'affaire par l'unité des crimes contre les biens de la police de Portland. 12 ans dans la police, les 4 derniers spécialisés dans le vol résidentiel et la fraude. Elle était précise et sans hâte. Le genre de détective qui note tout et vous demande de répéter les choses 2 fois. Non pas parce qu'elle n'a pas entendu, mais parce qu'elle veut s'assurer que le dossier est impeccable. Elle a examiné les images de sécurité, le clip de Monica, l'email de Patricia et la documentation financière de Lena en une seule session de 3 heures à son bureau. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé et a dit « Vous avez fait notre travail à notre place ». Je lui ai dit que ce n'était pas mon premier audit. Elle a presque souri. Les déménageurs, contactés par l'inspectrice Yamada en 48 heures, ont fait des déclarations confirmant qu'ils avaient été engagés par Patricia Carter et payés avec une carte de débit liée au compte signalé. Ils n'avaient aucune connaissance de la situation juridique. Ils ont pleinement coopéré. Leur facture est devenue la pièce à conviction C dans le dossier de documentation formelle. Le gestionnaire immobilier à Honolulu, en coordination avec Daniel et l'avocate basée à Hawaï que Daniel avait contactée, une femme nommée Susan Park, spécialisée en contentieux civil, avec 8 ans de pratique à Honolulu, a confirmé que le paiement du condo avait échoué et que Patricia avait tenté d'effectuer 2 paiements alternatifs avec des cartes différentes, toutes 2 connectées à des comptes désormais sous le coup d'un examen pour fraude. Patricia et Nicole étaient à Honolulu avec des meubles qu'elles ne pouvaient pas vendre rapidement, de l'argent auquel elles ne pouvaient pas accéder, un condo qu'elles ne pouvaient pas payer et un email dans ma boîte de réception qui décrivait, avec les propres mots de Patricia, exactement ce qu'elles avaient fait. Le deuxième appel est arrivé un jeudi après-midi, 4 jours après le premier. J'étais à la table de cuisine dépouillée. J'avais acheté une table pliante dans une droguerie parce que j'avais besoin d'un endroit pour travailler. Quand mon téléphone a sonné, indicatif régional de Nashville, je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu. C'était un cabinet d'avocats. Patricia et Nicole avaient engagé un avocat local à Honolulu, un homme nommé Gregory Fenn, généraliste, qui venait apparemment de finir d'examiner la documentation que Daniel avait transmise à Susan Park. Il a mis Patricia en ligne après 2 minutes de préambule professionnel. Sa voix était différente cette fois. La colère était toujours là. Patricia n'est pas constitutionnellement capable de renoncer rapidement à la colère, mais en dessous, il y avait quelque chose que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Quelque chose de plus petit, quelque chose qui savait. « Je veux comprendre », dit-elle lentement. Ce qu'étaient exactement ces comptes et pourquoi l'argent n'est pas accessible. « Sure, les comptes sont à moi », ai-je dit. « L'argent est à moi. Les biens que vous avez retirés de ma maison sont à moi. La documentation de tout cela est actuellement entre les mains d'une inspectrice de Portland, d'une experte comptable judiciaire, d'une avocate civile à Hawaï et du service fédéral de signalement des crimes contre les biens inter-États. » Silence. L'email que vous m'avez envoyé, ai-je continué, celui avec l'objet inutile de rentrer plus tôt, a été officiellement soumis comme pièce à conviction A. Plus de silence. Puis, très doucement, je voulais juste que Nicole ait une vraie vie. Et voilà. Pas une excuse, pas une reconnaissance. Juste la même explication qui avait justifié chaque décision déséquilibrée de toute mon enfance. Nicole méritait plus. Nicole méritait le remplacement de la voiture, les frais de scolarité, les années de logement gratuit, et maintenant, apparemment, mes économies et l'argenterie de ma grand-mère. J'avais été le distributeur automatique pour l'enfant préféré toute ma vie, et ma mère venait de me dire, depuis le hall d'un hôtel d'Honolulu, qu'elle ne voyait toujours rien de mal à cela. Je sais, ai-je dit, c'est pour ça que j'ai tout consigné. Le processus civil n'a pas été cinématographique, il convient de le dire clairement. Il n'y a pas eu de moment unique où je me suis tenu dans une salle d'audience et les ai regardés être emmenés menottés pendant qu'un juge les qualifiait de méprisables. Les vrais processus juridiques sont des feuilles de calcul, des prolongations de délai, des appels téléphoniques qui tombent sur la messagerie vocale et des documents déposés avec des numéros de pièces à conviction spécifiques à des identifiants de dossiers précis. Ce qu'il y a eu, c'est l'avocat de Patricia, Gregory Fenn, qui a négocié un règlement civil pour éviter un procès complet qui aurait été préjudiciable et public d'une manière qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le règlement comprenait le remboursement structuré des fonds détournés, la restitution ou la valeur de remplacement de tous les biens enlevés et une reconnaissance formelle déposée auprès du tribunal que l'enlèvement n'avait pas été autorisé. Nicole avait moins de marge de manœuvre et une exposition plus directe. Elle était filmée, enregistrée et ses empreintes digitales étaient sur les tentatives de transfert financier. Son accord de restitution distincte a été
supervisée par Susan Park et l'inspectrice Yamada et comprenait une structure probatoire qui pourrait dégénérer en accusation criminelle en cas de violation. Entre le recouvrement, les réclamations d'assurance sur les articles non retournés et les paiements de restitution, j'ai récupéré environ 91% de ce qui avait été pris. La vraie vie laisse des traces. Je le savais en commençant. Certains parents avaient pris le parti de Patricia au début. Elle les avait contactés en premier, avec une version des événements si adoucie qu'elle en était presque méconnaissable. Elle avait emprunté des fonds familiaux. Nicole était sous pression. J'étais devenue froide et autoritaire après la mort de mon père. Pendant environ 2 semaines, j'ai eu des cousins qui me laissèrent des messages prudents et distants, et une tante qui a cessé de répondre à mes appels. Puis la documentation a fait surface. Puis les gens ont vu l'email. Puis le récit de ce qui s'était réellement passé, étayé par des images de sécurité, une comptabilité judiciaire et un clip iPhone de 47 secondes de Nicole ordonnant aux déménageurs de prendre tout ce qui a de la valeur d'abord, a remplacé la version édulcorée de Patricia par la version réelle. Les parents qui l'avaient cru sont devenus plus silencieux. Plusieurs se sont excusés. Quelques-uns ont complètement disparu. Je n'ai poursuivi aucun d'entre eux. J'avais déjà passé trop de temps dans ma vie à courir après des gens qu'il fallait convaincre de me traiter équitablement. En 3 mois, j'ai reconstruit la maison. Pas seulement les meubles, l'intention. J'ai acheté une table à manger qui était la mienne, choisi seul un samedi après-midi dans une boutique locale. La préférence de personne d'autre dans la pièce, juste la mienne. J'ai raccroché des tableaux. J'ai repeint 2 pièces. J'ai transformé l'ancienne chambre de Nicole en bureau à domicile pour mon entreprise de conseil. J'y ai installé un bureau debout, un 2e moniteur et une chaise adéquate. Et en 60 jours, je gérais 2 nouveaux contrats clients depuis cette pièce. L'espace qui avait contenu 3 ans de son chaos et de ma patience était maintenant l'espace où je construisais la prochaine étape de ma carrière. C'était ma partie préférée. Je ne vais pas prétendre le contraire. Patricia a appelé une fois de plus, environ 6 semaines après la signature du règlement. L'appel a été bref. Elle voulait savoir s'il y avait une chance de reconstruire la relation. J'ai réfléchi à cette question un moment. J'ai pensé à 11 ans à être celle qui travaillait, épargnait, payait et était présente. J'ai pensé au courrier ouvert et refermé. J'ai pensé à Nicole à mon bureau avec une calculatrice et mon relevé bancaire. J'ai pensé à l'email. Profite bien d'être seule et sans argent. Et à la voix de ma mère depuis le hall d'un hôtel d'Honolulu, disant qu'elle voulait juste que Nicole ait une vraie vie. Comme si ma vie était une ressource qu'elle était en droit de réaffecter. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle a raccroché la première. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Si vous devez retenir quelque chose, je n'ai pas tendu de piège. Cette formulation est importante. Je me suis préparé. C'est différent. J'ai remarqué, documenté, planifié et je me suis protégé d'une menace que je voyais se développer. Ce que Patricia et Nicole ont appelé un piège n'était en réalité que la réalité. Quand vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, les dossiers de la personne que vous avez volée deviennent le mécanisme de vos conséquences. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la comptabilité. Les gens qui volent leur famille comptent sur une chose avant tout le reste. L'hypothèse que l'amour signifie que vous ne ferez pas valoir ce qui est à vous, que vous serez trop blessé pour être stratégique, trop coupable pour porter plainte, trop effrayé d'être traité de froid pour vous protéger. Patricia avait passé 34 ans à m'enseigner cette leçon. J'avais finalement décidé d'arrêter de l'apprendre. Je ne raconte pas cette histoire pour faire étalage de ma force. Je la raconte parce que j'ai été discrète, prudente et minutieuse pendant 6 mois, pendant que ma famille prévoyait de vider ma vie, et la seule raison pour laquelle je m'en suis sortie avec mes finances, ma maison et mon avenir intacts, c'est que j'ai traité la situation pour ce qu'elle était. Non pas un désaccord familial, mais un crime documenté, avant qu'il ne se produise. La confiance n'est pas la même chose que la capitulation. La loyauté n'est pas la même chose qu'un accès illimité. Et la documentation n'est pas de la paranoïa. C'est la différence entre un appel téléphonique où votre mère hurle « c'était les comptes de qui ?» et un appel où vous n'avez plus rien à dire du tout. J'ai reçu le premier type d'appel et je riais avant même de décrocher.